Ils ne sont plus très nombreux aujourd'hui à avoir connu la guerre en Europe, malheureusement. Mais tous ceux qui restent en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en France, en Grande-Bretagne ont aujourd'hui le drame dans les yeux. Pas celui d'hier, mais celui qui se dessine pour demain, peut-être. Combien d'années nous séparent encore d'une nouvelle apocalypse? Qui, en Europe, est encore en mesure de l'arrêter? Cette marche des cinglés qui, des États-Unis à la Russie, semble vouloir jouer notre destin, se jouer de la faiblesse et de l'impéritie de nos gouvernants européens, de l'apathie des peuples. L'Europe peut-elle encore nous protéger contre nous-mêmes, contre elle-même aussi peut-être? Eh bien, on en parle ce soir avec un invité très spécial dans le point, Enrico Letta, ancien Premier ministre italien, grand européaniste et ancien député d'ailleurs. Bienvenue à lui et bienvenue à toutes et tous sur Les Monts Bleus. Bienvenue à vous, Enrico Letta. Comment doit-on vous appeler? Enrico. Monsieur le ministre, Enrico. Vous avez tellement de médailles. On va faire un petit inventaire de toutes vos décorations. Vous avez gouverné l'Italie, ancien chef du Conseil des ministres, mais aussi plusieurs fois ministre des politiques communautaires et de l'industrie et du commerce et de l'artisanat. Vous appartenez à la gauche démocrate chrétienne et vous êtes un grand spécialiste de l'Union européenne, à la fois insider et analyste. Vous avez été eurodéputé, vous avez présidé aujourd'hui l'Institut Jacques Delors et produit dans l'année passée un rapport sur l'avenir du marché unique à la demande des institutions européennes, du Conseil et de la Commission notamment. Vous êtes professeur, vous avez été professeur à Sciences Po Paris et vous exercez désormais comme doyen de l'école de politique, d'économie et d'affaires mondiales de l'université IE à Madrid. Et vous présidez aussi le forum diplomatique du GESDA, le Geneva Science and Diplomacy Anticipator, qui se trouve à Genève, un think tank qui a bien compris, a bien perçu l'interaction Musk, avant qu'en tout cas Donald Trump prenne le pouvoir, entre la tech, les sciences et la géopolitique. C'est même l'une des clés aujourd'hui de la géopolitique et c'est là-dessus que vous travaillez. Vous avez d'ailleurs publié en fin d'année dernière un livre chez Odile Jacob qui part de ce principe-là notamment et qui apporte des idées nouvelles pour l'Europe avec les femmes et les hommes qui l'ont faite aux éditions donc Odile Jacob en mémoire. Mettez-vous en préambule de Jacques Delors, cet immense européaniste et bien sûr Philibal, notre éditorialiste en chef. Bienvenue, de retour du Sud. Oui, c'est ça. Et vous y repartez. Bonjour Laetitia. Voilà, alors je parlais de panique des Européens, enfin de certains Européens, parce que pas tous. On dit aussi qu'il y a une certaine apathie. On l'entend beaucoup dans les conversations malgré tout. Et les dernières raisons notamment de cette panique, évidemment, ce sont les déclarations de Donald Trump à propos de Volodymyr Zelensky. On l'écoute tout de suite. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Gotta move. Un dictateur sans élection, dit-il. Zelensky a intérêt à se dépêcher, sinon il n'aura plus de pays. Zelensky has done a terrible job. Il a fait un travail terrible, ajoute-t-il. Son pays est en ruine et des millions de gens sont morts inutilement. Au premier rang, Elon Musk, Jared Kushner et Steve Witkoff. Grand choc, tout d'un coup, effectivement, le président européen qui met la faute de la guerre en Ukraine sur Volodymyr Zelensky et non plus sur Vladimir Poutine. C'était suite à des déclarations de J.D. Vance, son vice-président, et c'était à la conférence de Munich, quelques jours auparavant. On l'écoute à son tour. La menace qui m'inquiète le plus vis-à-vis de l'Europe, ce n'est ni la Russie, ni la Chine, ni aucun autre acteur externe. Ce qui m'inquiète, c'est la menace qui vient de l'intérieur. Le recul de l'Europe par rapport à certaines de ses valeurs les plus fondamentales, des valeurs qu'elle partage avec les États-Unis d'Amérique. En Grande-Bretagne et dans toute l'Europe, je crains que la liberté d'expression ne recule. Le vice-président américain. Alors, on croyait être tombé bas, mais c'est vrai que là, il y a une panique générale. Même nos alliés historiques, comme les États-Unis, ne sont plus nos alliés. Notre faiblesse est patente. Dans quelle situation réelle on se trouve aujourd'hui, Enrico Letta? Évidemment, très complexe, très compliqué. Les choses ont changé rapidement, mais je pense que ceux qui ont été vraiment très dépaysés, c'est ceux qui pensaient que Trump 2 allait être comme Trump 1. C'est évident que ce n'était pas le cas. C'est impossible que ce soit le cas pour beaucoup de raisons. La première est le fait que Trump 2 a appris de Trump 1. C'est-à-dire Trump 1 avait été un peu naïf, bloqué dans beaucoup de ses initiatives, parce qu'en plus, il avait des équipes qui étaient plutôt issues
de l'establishment américain. Donc, toutes les équipes du monde de la défense l'avaient bloqué dans beaucoup de choses qu'il avait en tête de faire. Cette fois-ci, il est arrivé avec beaucoup d'avance, c'est-à-dire on avait compris qu'il aurait facilement gagné cette élection et il a organisé ses collaborateurs. Donc, il se trouve aujourd'hui avec une première ligne, vous venez de la montrer, et avec aussi une deuxième ligne de collaborateurs qui sont absolument en ligne avec sa pensée, donc qui sont prêts à transformer sa pensée en action, ce qui est plutôt préoccupant. Oui, mais quelle est la finalité de sa pensée? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression, enfin il fait beaucoup de bruit, mais malgré tout la politique internationale, ça ne s'improvise pas. Or même dans ses premières et deuxièmes lignes, il y a très peu de gens qui maîtrisent la politique internationale, les rapports de force et notamment avec la Russie. Je pense que ce qu'il a fait sur l'Ukraine est gravissime, parce que premièrement, c'est une façon de dire la politique étrangère devient une question seulement de rapport de force. Je suis plus fort que toi. Si tu ne veux pas que je t'envahisse, tu me cèdes ce territoire, tu me cèdes ça ou ça ou ça. Alors, l'Union européenne et en général l'Europe, c'est exactement le contraire. C'est la solidarité entre les États. Regardez ce que l'Union européenne a fait avec l'Irlande. Petit pays, l'Irlande. Mais on a mis en place la solidarité pour faire en sorte que l'Irlande ne soit pas complètement mise à côté à cause du Brexit. On se rappelle tous ce qui avait été le Brexit avec la frontière qui coupe l'Irlande en deux et qui devenait cette frontière, une autre frontière de sang, Sunday, Bloody Sunday, on se rappelle très bien. Eh bien, grâce à l'Union européenne, on a été solidaire avec un petit pays de l'Union européenne. La force de l'Europe, c'est qu'on a appris qu'on peut être gagnant-gagnant. Alors que l'histoire européenne, je prends mon pays, l'Italie, et je prends un pays voisin de l'Italie, l'Autriche, pendant des siècles, on a toujours été, si moi je gagne, toi tu perds. Si toi tu gagnes, moi je perds. Je t'envahis, tu m'envahis. Maintenant, on a compris qu'on peut gagner ensemble. Alors, en deux mots, les propos de Trump qu'on vient d'écouter, c'est les propos de quelqu'un qui dit à la fin, Poutine a raison. Moi, je veux ce morceau de territoire, je suis plus fort que toi, tu me le donnes. Et je pense que c'est horrible tout ça. Mais est-il un vrai fort, Donald Trump? Parce que c'est vrai que quand on regarde par exemple Xi Jinping, la Chine et la Russie, là, on se dit effectivement il y a des forces égales qui s'affrontent. Mais Donald Trump est-il un vrai fort? On décrit sa brutalité, mais dans les rapports internationaux, pour l'instant, en tout cas pendant son premier mandat, il n'a jamais fait état justement d'une force, ni même d'un savoir-faire quelconque en matière de rapports internationaux. Moi, je pense que vous avez raison, c'est-à-dire c'est un fort qui fait semblant d'être fort. Regardons les premiers résultats de ce qu'il a fait. Il a tenté avec le Mexique, le Canada, il a tout de suite dû reculer. Mais je pense aussi à ce qu'il a fait en Europe. Ça fait 8 ans que l'Union européenne et le Royaume-Uni sont en conflit. Et en 3 jours, il a remis le Royaume-Uni et l'Union européenne dans une même salle et il les a remis ensemble. Donc, il est beaucoup moins fort de ce que ça ressemble, mais la chose qui m'a beaucoup frappé, ça a été le défilé des grands chefs de l'économie américaine lors de son incoronation. Vous voyez les 7 grands. Ils étaient tous là, à partir évidemment de Musk, mais tous les autres étaient là aussi. Il y avait Zuckerberg, tous les grands chefs de la tech. Là c'est le pouvoir. Ouais. Alors, le pouvoir n'est pas seulement les armes. Le pouvoir, aujourd'hui, c'est le pouvoir que ces grandes tech exercent. Quelques-unes de ces techs sont plus grandes qu'un État européen. Et surtout, ils ont un pouvoir qui est complètement libéré de toutes sortes. Et, grande différence entre les États-Unis et l'Europe, ils nous accusent, à nous les Européens, vous réglez, vous réglementez, nous on ne réglemente pas. Franchement, en rapport, en relation avec ces géants, moi je voudrais être un peu que mes données personnelles, par exemple, appartiennent à moi. On va y venir justement sur cette guerre de la technologie notamment et financière, mais sur le rapport de force. C'est la première fois de l'histoire, en tout cas contemporaine, que l'Europe est seule et n'a que des ennemis sur la planète entière. Je pense que ça va être une façon pour l'Europe de se réveiller un peu et de comprendre, par exemple, que la façon dans laquelle on a traité le reste du monde dans le passé récent n'est pas la bonne.
il faut cesser, je pense, de donner des leçons au reste du monde. À partir de notre supériorité, il faut s'ouvrir et ouvrir des relations avec des parties du monde avec lesquelles il faut avoir des relations importantes. La relation avec beaucoup de pays africains doit être une relation beaucoup plus ouverte. La relation avec les pays de, je cite, ASEAN, les 10 pays qui sont dans l'Asie du Sud-Est, les relations avec l'Amérique latine. Je pense que l'Europe doit, oui, tirer leçon de tout ça, être beaucoup plus ouverte. Je pense que l'Europe doit travailler sur un élargissement qui doit être un des autres sujets. Donc oui, c'est une façon de dire on ne doit pas se trouver isolé dans les nuages avec nos propres valeurs sans être capable de parler avec le reste du monde, alors que Trump, il parle avec tous à la fin. Est-ce que pendant des siècles, les nations, enfin ce qu'on appelle désormais les nations, parce que c'était pas à proprement parler des nations à partir du 18e, 19e siècle, c'est devenu des nations, mais elles ont gardé cet atavisme d'être entre elles dans l'état de nature, c'est-à-dire le plus gros mange le plus petit. Les guerres se déclenchent toujours au fond pour ça, et chez les empires, aux marches de l'empire, il y a toujours la guerre. Et nous, la grande invention d'après-guerre, c'est la construction européenne, où les relations entre États sont régies non plus par la nature, mais par le droit. L'Europe, c'est un État de droit en quelque sorte. Mais le reste du monde, non. Est-ce que notre problème ne vient pas aujourd'hui du fait que cette philosophie du droit qui a présidé à la construction européenne est isolée dans le monde? Et peut-être que la construction européenne a négligé que le reste du monde était resté dans l'état de nature, dans une violence qu'on voit là s'exprimer maintenant avec Trump et avec Poutine, qui au fond n'est pas nouvelle, qui est une chose très ancienne de relations entre les États. Est-ce que l'Europe n'a pas fait une erreur gravissime, non pas en se développant selon l'état de droit, mais en ne s'armant pas? Je pense que l'Europe a fait la plus grande erreur, vous avez raison, en restant fragmentée, en ne comprenant pas que avec un monde qui reste sur ses pistes, être fragmenté en 27, comme on l'est, fait en sorte qu'on n'a pas la force de tenir. Vous pouvez me réagir à tout ça en disant l'Europe est unie, elle a la même monnaie. Et vous avez fait référence au rapport sur l'avenir du marché intérieur que j'ai écrit sur la base d'une demande des institutions européennes et dans la lignée de la pensée de Jacques Delors. Et à la fin, je suis arrivé à présenter un rapport dans lequel je dis, écoutez, on a fait la monnaie, on a la même monnaie dans nos poches, mais il y a tellement de sujets sur lesquels on est fragmenté en 27 que cette fragmentation est un énorme cadeau à Wall Street, aux Américains, aux Chinois. Je peux vous faire tellement d'exemples. Prenez le marché financier. On n'a pas un marché financier en Europe, on a 27 marchés financiers. Il n'y a pas de produit financier européen. Chaque produit financier est national. Et en tant que tel, il n'arrive pas à se développer dans le pays voisin. Prenez l'exemple le plus simple. Chacun d'entre nous, chaque jour, fait des achats. Et il fait des achats avec des cartes de crédit. Mais un Italien ne paierait jamais avec une carte de crédit française. Un Français n'accepterait jamais de payer avec une carte de crédit écrite en allemand. Un Allemand ne paierait jamais avec une carte de crédit suisse ou espagnole. Quelle est la conséquence? On ne paie qu'avec des cartes de crédit américaines. Oui. Et évidemment, pourquoi? Parce que le marché américain, je ne suis pas en train de les critiquer, les trois. Elles font leur travail et ils sont très bons. Le problème, c'est que nous, en étant 27, on n'est pas en condition de développer des produits qui soient unitaires et qui donc soient capables de s'imposer sur le marché mondial. Quand on est un, on gagne. Je vous donne l'exemple. Airbus, dans le marché des avions, de construire les avions, l'Europe gagne parce qu'il n'y a pas de 27 Airbus. Il y a
Un Airbus. Et il fait travailler les petites et moyennes entreprises. Mais il y a un Rafale aussi, et néanmoins l'Allemagne ou d'autres achètent, et même la Suisse achète des F-35 américains. Et tout l'armement d'ailleurs américain. Dans l'aéronautique civile, il y a un Airbus et on gagne. Ouais. C'est l'exemple. Donc il faut faire des Airbus dans la finance, dans l'énergie, dans les télécoms, sinon on va perdre. Ce que vous décrivez, dans votre livre qui est très pédagogique, vous définissez bien le domaine du communautaire et le domaine de l'intergouvernemental. Or, c'est quand même ça le problème. Qu'est-ce que vous voudriez en priorité qui passe de l'intergouvernemental au communautaire? Première chose aujourd'hui, c'est évidemment la défense, la sécurité. Vous savez combien d'emplois on crée et on a créé aux États-Unis, en Turquie et en Corée du Sud pour faire ce qui, de mon point de vue, il faut continuer à faire, c'est-à-dire aider les Ukrainiens. On a payé, nous les Européens, 140 milliards d'euros et entre 70 et 80% de cet argent a été pour acheter, à cause de la fragmentation en 27, on n'était pas capable de produire tout de suite et d'acheter tout de suite du matériel européen, donc on a acheté et on a créé des centaines de milliers d'emplois dans ces autres pays, avec l'argent du contribuable européen, à cause de la fragmentation. Prenez un autre exemple, vous faites les télécoms. Dites-moi une raison, alors, à part la Suisse, mais ça c'est autre chose, le roaming, là c'est un problème sérieux, mais à part la Suisse, dites-moi une raison pour laquelle, moi dans mes poches, je suis italien, donc j'ai un plus 39, donc un téléphone avec un plus 39. J'ai vécu 10 ans en France, comme vous venez de le dire, et donc j'ai un plus 33. Mais maintenant, je débarque en Espagne, je travaille en Espagne, et pour avoir le contrat de l'électricité dans mon appart, la compagnie de l'électricité me dit il faut que vous ayez un mobile espagnol. Donc, je prends le mobile espagnol. Quelle est la raison pour laquelle on a les plus 39, les plus 33 ? Il n'y en a aucune. Seulement l'idée qu'il faut contrôler au niveau national. C'est totalement stupide parce que désormais, la compétition est globale. Donc, il faut avoir des Airbus, des télécoms aussi. Les télécoms parlaient européen dans les années 80-90. Tout était européen. On avait le leadership. On a perdu tout à cause de cette fragmentation. Donc, moi, je dis aussi aux souverainistes, écoutez, soyez souverainistes, aucun doute, mais les choses qui font la compétitivité d'un système, il faut se mettre ensemble. Sinon, on va perdre. On va, dans quelques années, décider dans des émissions comme ça, dans des débats politiques au Parlement, dans des débats académiques, si être une colonie américaine ou chinoise. Et franchement, moi, je veux être européen. On ne sait même pas si on aura encore le choix. Mais la question aussi que les souverainistes mettent sur la table et qui se pose réellement, parce qu'on connaît le diagnostic, il faudrait effectivement maintenant qu'on s'unisse, qu'il y ait une vraie union européenne politique, qu'il y ait une défense, etc. Mais le problème, c'est la faiblesse au niveau de l'Europe et en dessous, au niveau de chaque État, des gouvernements. Parce que quand on regarde effectivement Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui est au pouvoir depuis bientôt 30 ans, qui sait exactement, on apprécie, on n'apprécie pas, mais enfin disons que c'est quelqu'un qui sait gouverner. Oui, on n'apprécie pas, mais c'est quelqu'un qui sait gouverner. C'est Xi Jinping aussi. Trump, la question se pose encore. Mais ce sont des pouvoirs forts et à contrario, en Europe, effectivement, on a une Union européenne dont on ne voit pas vraiment le projet politique, on ne voit pas vraiment non plus celui de ses gouvernants, enfin de la présidente de la Commission. En dessous, il y a une faiblesse. Là, ce dimanche, parce qu'on enregistre quelques jours à l'avance, mais ce dimanche en Allemagne, il y aura des élections, probablement que la CDU va arriver en tête, mais ce qui ne réglera absolument pas la question de la gouvernance, puisque l'AfD, le parti d'extrême droite, arrivera très fort. Il n'y aura pas de gouvernement en Allemagne, enfin pas un gouvernement très solide, vraisemblablement. En France, les gouvernements ne sont pas solides. Et donc, cette impéritie politique aujourd'hui, comment faire pour justement se sortir de ce problème européen avec des gouvernements faibles en bas, faibles en haut ? Mais on a une présidente de la Commission européenne qui a été légitimée, qui est forte, qui se trouve avoir eu une majorité au Parlement, qui a une majorité au Parlement et que personne ne défie à l'intérieur de sa Commission. Donc, on a au niveau européen une institution, la Commission, qui a une présidente. On ne se rappelle pas une présidente aussi forte depuis des décennies, forte en termes de pouvoir. Donc, le point que je dis, elle a présenté
Competitiveness Compass, une boussole de la compétitivité, dans laquelle elle a pris beaucoup des solutions que dans mon rapport et dans le rapport de Draghi ont été présentées pour intégrer ces secteurs cruciaux, pour rapatrier des jobs, des emplois en Europe, pour faire en sorte que la croissance revienne. Maintenant, il faut qu'elle le fasse et il faut qu'elle défie les pays. La chose fondamentale est la suivante. En Europe, dans tous ces domaines de compétitivité, on a déjà le vote à la majorité. Les gens ne le savent pas. Quelquefois, on pense que l'Europe décide tout à l'unanimité, ce qui n'est pas vrai. L'Europe décide la plus grande partie des choses à la majorité. Le problème est que les États membres ne veulent pas décider à la majorité, parce qu'ils ne veulent pas mettre en minorité un pays en sachant que la prochaine fois, ça peut être toi, dans quelque chose qui t'intéresse, être mis en minorité. Mais à ceux qui nous écoutent, si vous vivez dans une copropriété dans laquelle vous êtes 50 appartements et vous devez décider comment renouveler l'ascenseur, est-ce que vous faites ça à l'unanimité? Évidemment, celui du premier étage n'acceptera jamais, parce que c'est évident, il faut décider à la majorité. Alors, ce que j'ai dit à la présidente de la Commission, à la Commission et surtout aux États membres, il faut décider à la majorité. Moi, je suis optimiste parce que j'ai vu Ursula von der Leyen très déterminée à bouger, à faire en sorte qu'on arrive à décider, à mettre des propositions sur la table importantes. Une de celles que j'aime le plus, qui est liée aussi à ces sujets innovation dont on parlait au début, technologie, l'Europe manque de grande force sur la technologie et l'innovation. Donc, elle a lancé, et ça, c'était dans mon rapport, l'idée de la 5e liberté. Qu'est-ce que la 5e liberté? Le marché unique, c'est 4 libertés: biens, services, capitaux et personnes. Ça fait très 19e siècle, c'est l'économie du passé. Il n'y a pas ce qui est intangible, qui est aujourd'hui la force. 5e liberté, ça veut dire connaissance, innovation. Investir là-dessus. Elle a décidé de le faire. Moi, je pense que c'est la bonne voie. Oui, alors ça, je ne vais pas vous brider plus longtemps, on va aller sur ce secteur justement des techs et du financement. C'est vrai que là, il y a un espèce d'effet Musk qui a réveillé, semble-t-il, l'Union européenne. Il y a eu cette réunion même en France sur l'IA, l'intelligence artificielle. Mais le problème, malgré tout, c'est effectivement que les financements aujourd'hui, vous le dites bien, ne sont pas assez importants pour régater avec la Chine, pour régater avec les États-Unis. Et le problème aussi, c'est les réglementations. Avant de vous faire réagir, justement, j'aimerais écouter le professeur Raphaël Gaillard qui, sur la question justement de la régulation en Europe, qui est un scientifique français, nous disait que justement c'était un vrai problème aujourd'hui. On l'écoute. Il y a manifestement un besoin, non pas d'étatisation versus privatisation, mais de régulation. Mais il y a un vrai risque à ce que nous soyons, nous, cantonnés à un rôle de régulation ou d'aspiration à la régulation, porté par Thierry Breton ou autres, et qui nous laisse toujours à la traîne de cette démarche, de ce qui est mis en place, de cette espérance, de la puissance en fait de ces rêves tels qu'on peut les voir soit en Asie, soit aux États-Unis pour le schématiser aujourd'hui au travers du globe. Et c'est très difficile parce qu'on voit bien que sans régulation, c'est le Far West dans sa version la pire, y compris celle de la post-vérité, des fake news et de la manipulation. Et en même temps, si nous sommes les seuls à porter la demande de régulation, eh bien nous serons ceux qui entravent justement toute cette puissance qu'il nous faut aussi développer dans notre vieille Europe. Le problème de la régulation qui est presque plus important peut-être que le problème du financement, Recoleta. C'est un problème sérieux. On a un problème de simplification, absolument. Il faut simplifier. Mais il faut dire aussi comment. Parce que c'est facile de dire il ne faut pas trop réguler, il faut simplifier. Mais comment? Alors, moi, j'ai mis une proposition sur la table. Et j'ai trouvé que von der Leyen était intéressée à cette proposition et j'espère qu'elle va la mettre en pratique. Quelle est l'idée? L'idée est la suivante. Une des questions qui rendent l'Europe complexe du point de vue des régulations, de la bureaucratie, est le fait que l'Europe est un mix entre régulation nationale, européenne et locale. Il y a des pays fédéraux européens comme l'Allemagne ou l'Espagne, par exemple. Vous avez chacun des Länder ou chacun des comunidades
autonomes qui ont une régulation propre. Puis vous avez le niveau national et le niveau européen. Dans beaucoup de domaines, prenez le droit des affaires. C'est une des limites incroyables pour les investisseurs. Vous venez en Europe, vous avez un droit des affaires régional, un droit national qui est différent du pays voisin, et c'est hyper compliqué. Ou bien vous êtes une grande boîte, vous avez 20 avocats qui travaillent, qui bossent pour vous, mais si vous êtes une SMI, une PME, c'est impossible. Quelle est l'idée ? Évidemment, la chose la plus naturelle serait celle de dire, bon, baguette magique, on élimine les 27 législations nationales, on en fait une bonne pour tous. Ça ne va pas se passer comme ça pour une raison très simple. Quelques-unes de ces législations portent l'histoire de 2 siècles, 1 siècle. Des pays vont dire « écoute, ne touchez pas à mon passé ». Quelle est l'idée ? C'est celle de créer un 28e État virtuel. Qu'est-ce que le 28e État virtuel ? C'est un lieu européen virtuel auquel on donne une législation simple qui vaut partout en Europe. On se met d'accord pour qu'elle soit valable partout en Europe. Vous êtes une PME, vous prenez ce droit des affaires simplifié européen qui devient un passe-partout qui vous donne la possibilité d'aller partout en Europe sans changer. C'est un droit supérieur à celui des États du droit national. Ça devient optionnel, donc vous pouvez choisir là, vous restez dans le droit national ou vous prenez ce fast track, cette accélération, ce passe-partout qui est le même partout, donc vous n'êtes pas en train d'effacer les droits nationaux, parce que les pays n'accepteraient pas. Les rendrait caduques, en attendant. Non, alors vous rajoutez encore une couche au millefeuille. Non, vous dites, vous choisissez. Je pense que les gens vont choisir le fast track, Moi aussi. le passe-partout. Et si vous choisissez le passe-partout, vous éliminez toute cette complexité nationale, régionale, et vous êtes en condition de donner une accélération incroyable. Par exemple, le droit des affaires. Ça donne la facilité aux investisseurs internationaux de venir en Europe sans avoir le mal de tête chaque jour lié à la complexité. Mais est-ce que le droit des affaires espagnol est si différent de celui des Français et le croate et le portugais ? Je pense qu'il faut aller dans ces solutions pragmatiques. Mon rapport et le livre qui le raconte a une piste, le pragmatisme, c'est-à-dire je ne propose aucun changement de traité. Pourquoi ? Imaginez-vous Trump qui attaque l'Europe et l'Europe maintenant qui dit bon, arrêtons-nous et maintenant ouvrons le débat sur le changement des traités. Ce serait totalement fou. Il faut réagir. Trump nous défie sur beaucoup de sujets. Il faut s'intégrer encore plus et pour le faire, il faut être capable de le faire rapidement. Le Covid nous a appris, à nous les Européens, qu'on peut faire beaucoup de choses avec les traités qu'on a. Parce qu'on n'a pas changé les traités européens pour pouvoir faire les vaccins en commun et tout le reste. Donc, faisons la même chose. Moi, par exemple, sur la défense, on se dit comment va-t-on faire pour financer la défense. Sans changer les traités ? Oui, moi j'ai proposé et même faire une gouvernance, disons, qui sur soit la défense. Coordonnée. On a en Europe entre plusieurs armées. Le MES, le mécanisme européen de stabilité. Il avait été créé pendant la crise financière, il n'a jamais été employé, il est plein d'argent, bloqué, aussi à cause du fait que mon pays ne l'a pas ratifié, parce que c'est un nom qui fait peur. Alors ma proposition, c'est de dire, il est suffisant qu'on change de destination cet argent. Cet argent est pour les nécessités urgentes. Aujourd'hui, la grande urgence, c'est la sécurité et la défense. On dit, bon, alors on met cet argent européen, on le met dans ce sujet. Donc on applique le MES pour la défense. Quelle somme y a-t-il là-dedans ? Il y a des dizaines et des dizaines de milliards d'argent et il a une capacité d'imprunter surtout. D'accord. Donc, imaginez-vous que dans nos propres pays européens, aujourd'hui, on se met à discuter, on va couper des hôpitaux pour mettre l'argent des hôpitaux dans les dépenses militaires. Ce serait une folie totale. Mais on sait tous très bien, avec ce qui se passe aux États-Unis, avec le défi de Trump, il faut avoir une sécurité propre. Donc, il faut la faire ensemble. C'est la seule façon de se trouver à devoir choisir entre les hôpitaux et les armes. Et on peut le faire qu'au niveau européen. D'accord, il faut faire. Mais c'est vrai que
vu de Suisse, hein, l'Europe, c'est un peu la France au carré, c'est-à-dire une administration pléthorique, beaucoup de volontarisme. Ça, c'est les Français qui pensent que l'Europe... Ah non, rassurez-vous, c'est pour ça que les Suisses ne veulent surtout pas entendre de l'Europe, parce qu'ils se disent, vous voyez, c'est la France, mais à l'échelon européen. Donc avec une administration pléthorique qui produit 100 décrets par jour, apparemment. Excusez-moi, elle n'est pas pléthorique, l'administration européenne. Et elle est bien occupée. Enfin, je dirais, elle est occupée à faire des choses judicieuses. Vous savez combien de fonctionnaires a la Commission européenne? Allez-y. Elle a autant de fonctionnaires que la commune de Milan. Et que la ville de Paris. Donc, elle n'est pas pléthorique du tout, l'Europe. Et là, évidemment, son activité de régulation, quelquefois, arrive au-dessus de la régulation nationale. Donc, elle crée des problèmes. C'est pour ça que je dis il faut absolument casser ce mécanisme vicieux et être en condition de faire en sorte que ce soit seulement celle-là qui marche. Mais en termes de dimension de bureaucratie européenne, c'est une toute petite bureaucratie. Et qui pour l'idée cette Europe? Parce que vous dites, voilà, il y a 27, il faut être d'accord avec, enfin, que tous soient d'accord. On a des gouvernements en France qui patinent dans la semoule, hein, on ne va pas leur faire honte, mais c'est vrai qu'ils patinent dans la semoule. En Allemagne, il y a beaucoup de risques que ça soit la même chose. Donc c'est qui pourrait prendre le lead? C'est Ursula von der Leyen, aujourd'hui, qui a la force, elle a les idées claires, elle a la légitimité comme présidente de la Commission, mais est-ce que c'est la politique adéquate? C'est sûr que depuis le Covid et encore plus depuis la guerre en Ukraine, elle a mis des bonnes idées son poste est devenu central, et c'est devenu un poste politique. Elle a mis des bonnes idées sur la table, donc je pense qu'il faut lui faire confiance, mais surtout il faut que les États membres disent vas-y, si sur une question je ne suis pas d'accord, bon, vous décidez, et sans moi, il ne faut pas décider tout à 27. Comme je disais auparavant, sur tous les sujets de compétitivité, on peut décider à 20, à 19, à 21. L'unanimité en Europe existe seulement sur la politique de défense, de sécurité, politique étrangère, les sanctions contre la Russie, par exemple, ça doit être décidé à 27. L'élargissement, ça doit être décidé à 27. Mais je pense que c'est assez juste que ces grands sujets trouvent l'unanimité. Mais sur les télécoms, sur créer un marché financier commun, sur créer, par exemple, ce qui est... Vous savez, pour l'égoïsme des États membres, on n'arrive pas à avoir la reconnaissance mutuelle des diplômes universitaires en Europe. On n'a pas ça. On n'a pas un diplôme universitaire européen. Tout ça, ceux qui travaillent dans le monde universitaire savent. Un libre marché, mais on n'a pas de reconnaissance des CV et pourquoi ça? Parce qu'à l'époque de Delors, Mme Thatcher avait dit « Bruxelles ne touche pas à l'éducation. L'éducation, c'est à moi. C'est chaque État. » Et la conséquence est qu'aujourd'hui, on a une difficulté dans un domaine qui est fondamental, par exemple, pour le travail. Avoir une reconnaissance mutuelle des diplômes. Delors s'est inventé les CV, personne ne sait lire un CV. C'était la voie vers ça. Delors s'est inventé l'Erasmus, mais, puisque Delors était malin, pour obtenir le feu vert de Thatcher, il a obtenu d'avoir l'Erasmus en disant justement que c'était la mobilité. Donc c'était le marché unique, la circulation des personnes, et dans ce cas des étudiants. Mais ce n'est pas à cause de l'intégration des systèmes d'éducation qui ne sont pas intégrés. Avez-vous jamais vu à la télé une réunion de ministres de l'éducation? Ils ne se réunissent jamais. Peut-être une fois par an pour prendre un café. De même les ministres de la Culture. Mais ils n'ont aucune compétence commune, ce qui, de mon point de vue, est vraiment absurde. Parce que c'est sur la recherche. Sur la recherche, on a cette capacité de faire des fonds communs, des activités communes importantes, mais c'est sur l'éducation aussi qu'il faut faire en sorte qu'on soit attrayants tous ensemble. Et donc, il faut faire beaucoup plus sur ça. La 5e liberté dont je vous parlais, donc, innovation, recherche, connaissance, les skills, c'est ça, et c'est là qu'on peut être vraiment attractif. L'Europe est très attractive. Les gens veulent venir. Mais on a un retard colossal. Alors maintenant, la France a lancé son chat pour justement concurrencer ChatGPT. Mais est-ce qu'on a réellement des chances de pouvoir récupérer les parts de marché et même le lead là-dessus? La chose la plus compliquée, c'est surtout le financement de tout ça. Pourquoi on est en retard? Parce qu'aux États-Unis,
ils ont décidé dans les dernières années, on va sur l'intelligence artificielle. Paf, un montant de dinero, comme disent les Espagnols, plein d'argent pour faire ça. Et qu'est-ce qui se passe? En plus, ils ont une mentalité pour laquelle tu fais faillite une fois, bon, tu peux tenter à nouveau. Alors que chez nous, on a cette mentalité pour laquelle l'argent est seulement public et seulement national. On n'a pas de marché financier commun européen. Non, mais on a des fonds à Bruxelles pour les sciences, par exemple. Ce sont des fonds d'ailleurs qui sont très bien dotés. Oui, je suis d'accord, mais public. La force de l'innovation aux États-Unis, ce n'est pas l'argent public. Aussi. Mais la force, c'est l'argent privé qui a été tripliqué. Et la capacité de lever des financements privés a fait la différence. C'est la vraie différence, parce que chez nous, on a seulement dimension nationale, on a ces fonds européens qui sont très importants, mais cette dimension seulement nationale nous empêche. Qu'est-ce qui se passe? Nos chercheurs, c'est les meilleurs au monde. Ils sont tous loin. Non, ils vont aux États-Unis parce qu'ils trouvent l'argent pour faire les choses. Alors que chez nous, à cause de cette fragmentation, je répète, le meilleur cadeau de nous, les Européens, à Wall Street, aux Américains, aux Chinois, c'est de continuer avec cette fragmentation qui va aider non pas le drapeau national de chacun d'entre nous, mais elle va aider les Américains et les Chinois. Mais aussi en raison aussi de cette réglementation, parce que la réglementation en Chine, elle n'est pas la même qu'en Europe. Mais moi, je préfère vivre en Europe. Hein. Mais les chercheurs, peut-être pas. Oui, donc... Bon, vous êtes ce qu'on appelle un grand Européen, hein, et j'imagine que vous puissiez parler à tous les Européens en même temps, un jour, compte tenu des fuseaux horaires et des médias qui se mettraient à votre disposition, et pour justement défragmenter l'Europe, pour réveiller un patriotisme européen, pour enthousiasmer les Européens. Qu'est-ce que vous diriez en priorité? Quels seraient vos premiers arguments pour dire aux Européens, avant tout, vous êtes des Européens et vous devez aimer et travailler à la construction de votre continent comme à celui d'une nation, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous diriez? Je partirais par un exemple de ce que j'ai vécu dans ce voyage que j'ai fait pour préparer le rapport. J'ai voyagé, j'ai fait 65 villes, 27 pays, 9 mois de voyage. C'était l'Union européenne. Passionnant, génial. Le livre que j'ai écrit raconte ce voyage. Eh bien, j'ai passé 20 fois la frontière des frontières, c'est-à-dire le Rhin. Et chaque fois que je passais cette frontière, je ne savais pas le moment où je la passais, parce que la frontière n'existe plus, mais j'avais en tête que, en bas, il y avait des dizaines de millions de cercueils qui étaient là parce que c'était des jeunes qui n'avaient pas vécu les 20 ans, parce que leurs deux pays les avaient envoyés en tant que Français à tuer les Allemands, en tant qu'Allemands à tuer les Français, pour déplacer de 20 km d'un côté ou de 30 km de l'autre côté une frontière que vous passez aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de la passer, cette frontière. Aujourd'hui, les jeunes de 20 ans vivent grâce au fait qu'en Europe, la frontière interne n'existe pas, n'existe plus, et c'est du gagnant-gagnant. On a vu que ce discours, qu'il y a quelques ans, quand je le faisais, on me disait, oui, bon, ça c'est le passé. Non, parce que parler aux jeunes Ukrainiens et aux jeunes Russes, qui à 20 ans ont été obligés à aller se entretuer, à cause de Poutine évidemment, et évidemment c'est le problème que dans toutes les frontières autour de l'Europe, c'est en train de revenir. Alors là, ça change les choses. L'Europe, aujourd'hui, est un exemple de coexistence pacifique entre nous qui, franchement, fait en sorte que, dans tous nos pays, les familles qui ont des jeunes hommes de 18 ans n'ont pas la peur de voir leurs fils envoyer entretuer les autres. Vous l'écrivez très bien. C'est quelque chose qui n'est pas secondaire. Vous l'écrivez très bien, des millions de personnes se sont battues et entretuées pendant des siècles pour les défendre grâce à l'UE. Cela ne se reproduira plus jamais. Mais justement, est-ce que ce plus jamais, aujourd'hui, il est encore d'actualité? Notamment à cause de l'Ukraine, dont on a l'impression qu'effectivement c'est un symbole d'une marche vers la guerre, peut-être, que Munich 33 se reproduit aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux Européens que dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, il n'y aura pas la guerre sur le sol européen? Enfin, sur le sol, dans l'espace économique européen. L'Europe est un grand projet de paix.
Et l'Europe reste un grand pour lui, projet de mais paix. les autres, ses Mais voisins. aussi pour les autres. Le fait qu'on ait été si net et dur à défendre les Ukrainiens, je pense, c'est quelque chose qui sert pour tous, pas seulement pour l'Europe. Mais l'Ukraine est en train d'être sacrifiée par Donald Trump à Poutine. Qu'est-ce que ça aura comme conséquence pour les Unions européennes? Est-ce qu'on a les moyens de la défendre, financièrement, militairement? Je pense que ce choix de Trump est un choix fou, parce qu'il est en train simplement d'avoir le drapeau blanc et de donner en cadeau à Poutine une victoire, franchement, que Poutine ne mérite absolument pas. Quand j'ai fait ce voyage autour de l'Europe, j'ai vu que le mot sécurité n'est pas décliné de la même façon partout. Chez moi, en Italie, en Espagne, franchement, la sécurité n'est pas la première des priorités. Quand vous voyagez, vous allez dans les pays baltiques, Finlande, Suède, Pologne, République tchèque, plus on est près de la Roumanie, Russie. Les priorités, là, c'est 1, sécurité, 2, sécurité, 3, sécurité. Moi, je suis resté frappé de voir ces pays dans lesquels les gens savent que la frontière est redevenue une frontière potentiellement de sang. Alors évidemment, c'est fou qu'on soit à nouveau là, mais hélas, on est à nouveau là. Et c'est pour ça que l'Europe est le seul bouclier qu'on a. Je le dis parce que est-ce qu'on est en mesure de défendre justement les Européens aujourd'hui, si dans 5 ans précisément, un des pays baltes se fait envahir par Vladimir Poutine et que du coup tout le monde sera engagé en guerre, etc., et que des requêtes les États-Unis seront engagés parce qu'il y a l'OTAN. La grande question, est-ce qu'ils seront engagés? Jusqu'à maintenant, il existe l'OTAN, il existe à moins que les États-Unis se retirent de l'OTAN, comme Donald Trump. La chose clé, c'est de dire que les frontières et la défense des frontières et le choix sur les frontières n'appartient que à ceux qui sont aux frontières. Donc, tu ne peux pas retourner à Yalta, dans lequel, autour d'un café ou d'un verre de vodka, tu décides, alors l'Albanie, c'est à qui l'Albanie? C'est à toi ou moi? Bon, c'est à toi. Non, c'est fini ça. Et il faut, nous les Européens, être fiers du fait que c'est fini avec 1945, et que chez nous, on discute de ces choses de toute autre façon, de toute autre manière. Et je le dis aussi à ceux qui, souverainistes, pensent que Trump, finalement, on a trouvé quelqu'un qui dit les choses comme elles doivent être dites. Bon, franchement, non. Il dit les choses que Poutine veut entendre. Et moi, je ne pense pas que ce soit la bonne règle avec laquelle on peut convivre. Et peut-être même que Poutine, pour l'instant, il ne réagit pas de façon très enthousiaste, Poutine, aux propos de Trump. Il y croit pas trop. Enfin, il y a quelque chose. On sent qu'il veut emmener Trump dans une surenchère encore. Il n'est pas. C'est-à-dire qu'il y a un tel décalage de niveau aussi, de compétences entre Poutine et Trump sur le plan des rapports de force. Je pense qu'il trouve les propos de Trump tellement extraordinaire, hors seuil qu'il se dit mais est-ce vrai ce qu'il est en train de dire? Il a appelé Zelensky de dictateur. Alors franchement, moi quand j'ai lu ça, j'ai attendu des jours avant de réagir, parce que je me suis dit, il va changer, il va rectifier, mais évidemment, quand vous rentrez dans une négociation et que vous dites déjà à celui avec lequel vous négociez, vous avez raison entièrement sur absolument tout le dossier, même au-delà de ce que vous vouliez, donc comment est-ce qu'on peut négocier quoi que ce soit? Ça paraît tellement stupéfiant. Je comprends votre incrédulité, parce que c'est une alliance plus qu'historique avec les États-Unis qui est trahie. Quand Trump dit ça, quand il traite Zelensky de dictateur, en quelque sorte, il fait comme si l'Amérique n'avait rien à voir avec l'Europe, comme si l'Amérique ne venait pas de l'Europe, comme si nous, on n'était pas aussi adossés à l'Amérique. Là, c'est une construction mondiale. Enfin, l'Europe et l'Amérique sont, pour l'instant, pour nous, même dans notre imaginaire, dans notre psychologie, c'est nos alliés. Même De Gaulle, qui était souvent très critique des Américains, au bout de tous ces paragraphes critiques, il écrit « Oui, mais ce sont nos frères, ce sont nos alliés, et pour toujours ». Et donc, ça fait partie de notre identité d'être un peu américain. Et le fait que Trump dise ça, tout d'un coup, est une rupture incompréhensible. Moi, vous savez, dans mon rapport, qui a été écrit et terminé avant l'arrivée de Trump au pouvoir, moi, j'ai même, pour dire combien je suis d'accord avec ce que vous venez de dire très bien, moi, j'ai écrit, le rapport est sur l'avenir du marché unique européen.
j'ai dit, et j'ai terminé le rapport en disant qu'il faut ouvrir une table de négociation avec les Américains pour voir si on n'est pas capable de faire un marché unique transatlantique, ce qui, de mon point de vue, serait naturel dans le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que c'est un propos tenable avec ce qui est en train de se passer de l'autre côté? Et franchement... même la politique américaine, qui a toujours quand même été America First, hein, même sous Biden, même sous Obama. Moi je ne suis absolument pas anti-américain, je ne l'ai jamais été. Non, il s'agit simplement d'avoir une vision réaliste des choses. Il ne s'agit pas d'être trop pro-américain. Moraliser ces questions. Ce qui ressort... On est dans un monde maintenant... Ce qui ressort de votre philosophie politique, au fond, c'est que les pays dotés d'institutions démocratiques doivent être, d'une certaine façon, indéfectiblement alliés. Je pense que c'est comme ça. On a une responsabilité énorme par rapport à nos peuples, mais aussi par rapport au fait que désormais, il y a une grande course à l'innovation technologique. Et on a tous clair que l'innovation technologique va impacter nos démocraties. Donc, et ça, c'est un des sujets sur lesquels, à Genève, GESDA, et là, je le dis parce qu'il y a un public genevois qui est en train de me regarder. Genève est le centre du monde entier dans la réflexion sur la relation entre la science et la diplomatie. Le fait que les nouvelles avancées technologiques doivent être tenues ensemble avec le respect de la personne, la démocratie et la capacité de faire en sorte que tout ça soit géré pour le bien de l'humanité, des personnes. Et franchement, je pense que c'est quelque chose qui a à voir avec la démocratie. Alors ça rassurera les Genevois de savoir qu'effectivement, il y a encore quelque chose qui tient la route dans ce canton. On parle beaucoup de la Genève internationale. Beaucoup plus que tenir la route. Chaque octobre, à Genève, il se passe le sommet de GESDA avec tous les meilleurs scientifiques du monde qui viennent ici avec des leaders politiques à trouver des solutions à ce grand sujet. Et puisqu'on est en Suisse, précisément, est-ce qu'aujourd'hui, la Suisse, qui est en train de négocier, d'essayer de négocier un accord-cadre très, très péniblement, et dont les Suisses ne sont pas du tout sûrs d'être partants, pour lequel ils ne sont pas du tout sûrs d'être partants, est-ce qu'ils ont raison, finalement, de choisir, de privilégier, dans la situation actuelle, une voie singulière qui est en marge de l'Union européenne ? De ce que je connais la Suisse, le pire que je pourrais dire, c'est de dire aux Suisses ce qu'ils doivent faire par rapport à l'Europe. La Suisse a fait un choix très clair, qui est le choix de rester hors de l'Europe. Ce que cet accord est en train de définir, c'est la façon, en jouant dans deux domaines totalement différents, l'Europe, l'Union européenne d'un côté, la Suisse de l'autre, mais il y a un tas de domaines dans lesquels, pour le bien des personnes, des travailleurs, des entreprises, c'est bien que les relations soient les meilleures possibles, techniquement. L'accord qu'ils sont en train de négocier et que du côté Šefčovič, Kassis, Fazel, ils sont en train de négocier au mieux, c'est de faire en sorte que ça puisse aider les gens. Et ça n'a rien à faire avec un avenir européen en termes d'Union européenne de la Suisse. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une façon de rendre les relations techniquement mieux fonctionnantes. Et je pense que à la fin, c'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant pour l'Europe, c'est du gagnant pour les citoyens, les entreprises suisses. Donc, à la fin, je pense que c'est quelque chose de positif qu'ils sont en train de faire. Alors, les Suisses ne sont pas du tout convaincus que ça soit forcément du gagnant-gagnant. Mais quand on fait le bilan, effectivement, de l'Europe, voilà, on se désole parfois. Il y a une lueur d'espoir, et vous allez me dire si j'ai raison de le penser ou enfin, de le voir sous ce jour-là, c'est l'Italie. Paradoxalement, aujourd'hui, le seul gouvernement qui paraît tenir la route, c'est le gouvernement italien, qui pendant des années, justement, a été compliqué à gérer. Et Giorgia Meloni, qui paraît la seule gouvernante aujourd'hui qui a une vista. Est-ce qu'elle a une vista, justement, qui pourrait prendre le leadership en Europe? Bon, écoutez... C'est pas votre ami, politiquement, ça c'est sûr. C'est pas du tout le même bord. Ce que je veux vous dire, c'est que l'Italie a toujours passé pour le pays de l'instabilité, etc. Il est vrai qu'on a changé beaucoup de gouvernements, j'en sais quelque chose, mais en vérité, il y a toujours eu une grande stabilité sur deux axes fondamentaux. L'Europe et l'Alliance Atlantique. L'Italie a toujours été un grand poumon, aussi de sagesse pro-européenne. Ce n'est pas un cas qu'à
avant mon rapport, il y a eu beaucoup de rapports écrits par des Italiens, et en parallèle, par rapport au mien, il y a eu le grand rapport de Mario Draghi sur la compétitivité. Un autre Italien, quand je faisais ce tour d'Europe et Draghi écrivait son rapport, dans beaucoup de pays, on me demandait mais pourquoi 2 Italiens dans cet exercice? Mais ça veut dire que l'Italie, en tant que telle, est profondément ancrée à l'Europe. Et même un gouvernement et une première ministre comme Meloni sait que l'Italie, sans l'Europe, sans la protection de l'Europe et sans la relation avec l'Europe, va tomber tout de suite. Pour beaucoup de raisons, la plus importante de toutes, c'est le fait que l'Europe garantit la dette italienne, qui est une dette, hélas, énorme, et qui est à la fin garantie par la solidarité européenne. Donc, en fait, l'Europe et l'Italie sont indissolublement liés, et ce lien est une garantie pour tous. Je pense pour l'Europe aussi, qui a la chance d'avoir, disons, une poussée de l'Italie, aussi avec sa capacité de voir les choses pragmatiquement et de pousser dans cette direction. Donc, je pense que l'Europe et l'Italie ont cette force et cette capacité d'être la même chose. Et j'ajoute, on citait la question atlantique. L'Italie a toujours été une forte alliée aux États-Unis, donc on ne le découvre pas maintenant. Et l'Italie va rester un grand ami des Américains. J'espère que les Américains aussi vont rester un grand ami de l'Italie, même si l'Italie se trouve à être le pays aujourd'hui avec une des plus petites dépenses militaires. Donc Trump, sur ce sujet, est normalement très sensible. Et l'Italie est un pays avec un excédent commercial très important. C'est le deuxième après l'Allemagne, parce qu'on est très bon à faire notre industrie manufacturière, la deuxième du niveau européen. Donc Trump est là, il regarde. Donc il faut, là aussi, l'Italie a besoin de l'Europe, parce que la défense va être... Vous savez, la défense ne va pas être celle de dire Trump, s'il te plaît, attaque le camembert et pas le parmigiano. Ça ne marche pas comme ça. La défense va être celle de dire Trump, si tu attaques le camembert, le parmigiano, la Mercedes ou la Ferrari, l'Europe entière va réagir et tu vas être obligé à capituler comme tu l'as déjà fait en 2018-2019. Je vous rappelle que Trump n'avait jamais voulu rencontrer le président de la Commission européenne. Il faisait des blagues sur le nom commissaire en disant c'est quoi des policiers, ça, la Commission européenne, etc. À la fin de son mandat, de son premier mandat, il a dû rencontrer Jean-Claude Juncker, président de la Commission de l'époque, pour négocier à la fin une rendition, de trouver une solution sur une question commerciale. Parce qu'à la fin, l'Europe, grâce à ces règles, est beaucoup plus forte dans le marché global parce qu'elle est unie sur le commerce. Imaginez-vous, chacun des 27 qui knock the door à la Maison-Blanche en demandant est-ce que je peux négocier un par un la Slovénie, la Slovaquie, l'Italie, la Lettonie. Ce serait un massacre avec Trump si fort que ça. C'est l'Europe entière qui négocie avec Trump et Trump doit venir à une table de négociation dans laquelle l'Europe entière est capable de défendre toutes ses productions et tous ces pays, le grand et le petit. Est-ce que justement Giorgia Meloni et l'Italie aujourd'hui est en mesure politiquement de défendre l'Europe, de le mettre sous une espèce de fédération, y compris à réunir la part Est et Ouest de cette Europe qui est quand même assez fracturée? J'ai vu qu'elle a participé au sommet de Paris. Donc à la fin, le sommet de Paris était la réaction immédiate des Européens de dire écoutez, on ne peut pas se faire traiter comme ça, on a une solution. Moi, je pense que la chose la pire est de se faire trouver dans une no man's land, dans comment dit-on en français? Un no man's land. Oui, dans une no man's land. Il faut absolument savoir que si Trump attaque l'Europe, l'Europe doit réagir unie. Collectivement. Moi, je pense que Trump va comprendre que c'est contre ses propres intérêts d'attaquer l'Europe. Parce qu'à la fin, une alliance entre les États-Unis et l'Union européenne est fondamentale dans tous les domaines, dans les domaines commerciaux, dans le domaine de la tech, dans les domaines financiers. Et j'espère qu'il va comprendre, après ce début, que les Européens sont plutôt des alliés. S'il ne va pas comprendre ça, eh bien les Européens
tirer des conséquences, je pense. C'est toute la question de la compétence politique de Donald Trump, dont on fera le bilan dans quelques mois. On verra cela. En tout cas, merci infiniment Enrico Letta, ancien Premier ministre italien. L'Italie est effectivement un modèle, peut-être, aujourd'hui, pour l'Union européenne et même les pays adjacents comme la Suisse. Merci beaucoup. On rappelle donc votre livre. On rappelle votre livre qui était paru aux éditions Odile Jacob, donc des idées nouvelles pour l'Europe avec les hommes et les femmes qui l'ont faite, qui vient de paraître et que je recommande. Un très beau parcours au sein de l'Europe et justement des pistes peut-être d'espérer encore que notre voix sera celle qui s'imposera dans les années à venir. Et puis donc je vous remercie infiniment, vous souhaite une excellente soirée, à vous aussi Philippe Ball. Nous on se retrouve mercredi prochain et on vous souhaite en attendant une très belle semaine. Au revoir.